à utiliser la messagerie instantanée. Nous tâcherons de répondre au fil de l'eau de vos réactions, si c'est possible, et puis si nous aurons aussi du temps pour prendre peut-être vos questions à l'oral ou bien celles postées dans le chat ou vous inviter à reformuler vos questions. C'est une présentation qui se fera en 3 parties, donc vous aurez 3 occasions d'échanger avec nous, poser vos questions et de réagir. Voilà, les règles étant maintenant posées, donc bienvenue au 5e webinaire du SIDA sur la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments communaux. Et je vais vous inviter aussi à présenter donc, les élus références au webinaire, qui sont donc Raymond Charbonnier, président du CIDELA, Maurice Bouillet, 6e vice-présidente du CIDELA, maire de la Boissière-du-Doré, et qui se fera l'introduction de ce webinaire tout à l'heure, et puis Frédéric Dumay, qui est premier vice-président du CIDELA. Maurice Bouillet, donc je vais vous inviter à introduire le webinaire. Vous êtes président de la commission maîtrise de l'énergie. C'est à vous. Merci bien sûr de nous rejoindre sur ce 5e webinaire maîtrise de l'énergie dans nos bâtiments communaux. Vous êtes assez nombreux derrière dans vos mairies ou chez vous à nous regarder fidèlement. Aujourd'hui donc concernant la maîtrise de l'énergie, en petite introduction, la maîtrise de l'énergie, c'est pas quelque chose de nouveau. La maîtrise, la demande en énergie, c'est une expression qui recouvre un ensemble de choses pas très bien définies. Plus concrètement, avoir un usage raisonné de l'énergie, voire mieux, réduire sa consommation d'énergie, c'est un sujet dont on a commencé à entendre parler lors du premier choc pétrolier il y a à peu près 50 ans. On fait souvent l'amalgame énergie-électricité, mais dans un bâtiment, on consomme bien sûr de l'électricité pour les usages spécifiques, mais aussi de l'énergie de chauffage. Cela peut être de l'électricité, bien entendu, du gaz de réseau, du gaz en citerne, du fioul ou encore du bois. Depuis le choc pétrolier, pour la part électricité et gaz de réseau, la notion de maîtrise de la demande en énergie faisait partie des missions de services publics confiées à EDF, JDF, permettre aux usagers de maîtriser leur facture. On en retrouve d'ailleurs mention dans le contrat de concession entre le CIDELA et EDF, signé en 1994. À ce titre, le CIDELA, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, a aussi un rôle d'accompagnement des usagers à leur maîtrise de la consommation d'énergie. Durant tout ce temps, cela a été suivi de différentes réglementations thermiques, les RT 2012 et ainsi de suite, et d'évolutions techniques qui ont conduit progressivement, dans les bâtiments d'habitation ou tertiaires, à être un peu moins énergivores, pour le chauffage à minima. Néanmoins, la France aujourd'hui est toujours composée de plus de 50% de bâtiments datant d'avant 1975. Et dans les faits, avec des énergies relativement accessibles, nos consommations n'ont pas vraiment cessé d'augmenter, en tout cas plus vite que nos efforts, et mettre en œuvre des actions d'efficacité ou encore à rénover des bâtiments. Donc aujourd'hui, nous faisons donc face à 3 enjeux qui nous poussent à agir bien plus fortement pour réduire nos consommations d'énergie. Premier enjeu est la réduction des marges financières dans nos communes. L'énergie est un poste important et de plus en plus dans nos budgets communaux, avec l'augmentation du coût de l'énergie et, le cas échéant, l'augmentation de nos consommations. Le parc, notamment, on pourrait dire que le parc éclairage public augmente avec notre population. Donc, et automatiquement, des énergies qui augmentent, une énergie qui augmente. La deuxième enjeu, la nouvelle obligation réglementaire se pose aux collectivités, dont vous en avez peut-être entendu parler, je suppose, dans vos collectivités, le fameux décret tertiaire, qui fixe des objectifs très ambitieux de réduction de consommation pour les bâtiments supérieurs à 1000 m².
mais on peut s'attendre à qu'on descende en surface et qu'on ait des bâtiments, qu'on nous impose la même réglementation pour des bâtiments de moins de 500 mètres carrés. Avec donc une cible pour 2030 à 40% d'économie et allant jusqu'à 60% d'économie allant, et il faudra atteindre en 2050. Par rapport donc à cette année référence qui est de 2010. Cet objectif, nous pourrons être atteints qu'avec des plans d'action très ambitieux et suivis et un suivi qui s'inscrit durablement. Le troisième enjeu, c'est la croissance de conscience de nos concitoyens aux enjeux de la transition énergétique. Celle-ci fixe, et particulièrement nous, les élus, un impératif d'exemplarité dans les collectivités à consommer moins d'énergie et aussi de plus en plus à consommer mieux et durablement. En effet, le premier poste que tout le monde constate en ce qui concerne sa consommation d'énergie, c'est la facture. Le sujet est abordé modestement dans la troisième partie de ce webinaire, centré sur le sujet économie d'énergie, mais le premier centre de coût à maîtriser, c'est évidemment le coût unitaire du kilowattheure. Avec la libération du marché de l'énergie, c'est-à-dire qu'EDF, GDF n'étant plus les seuls fournisseurs d'électricité et de gaz, les collectivités se sont retrouvées à devoir passer par le mécanisme de commande publique pour gérer leur approvisionnement énergétique en électricité et gaz. L'idée d'un groupement de commandes est alors arrivée naturellement comme moyen de mutualisation des acheteurs publics pour contribuer à maîtriser les prix. C'est pourquoi le CIDELA, dès 2015, a proposé les premiers groupements d'achat d'électricité et de gaz. Au-delà de la mutualisation de l'ingénierie d'achat, l'achat en groupe a permis également, grâce à l'effet de volume, à contribuer à faire baisser le prix pour tous. Quoi qu'il en soit, avec l'augmentation régulière du prix de l'énergie et avec la libération croissante de secteurs, les mécanismes d'achat d'énergie se sont complexifiés. Pour les plus de 210 adhérents des marchés, le CIDELA assure aujourd'hui le suivi hebdomadaire du marché pour approvisionner au meilleur prix une part des volumes d'énergie à fournir aux adhérents sur les 3 ans des marchés. C'est à peu près tout. Merci. Merci, Maurice Bouguier. Donc, juste un petit point pour vous rappeler que ce webinaire fait partie d'un cycle de 8 webinaires et qu'il s'agit du 5e. Et vous en aurez 3 autres qui vont suivre le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque, le 19 mars sur la mobilité durable et le 26 mars sur la méthanisation et les réseaux de gaz. Bien, je vous présente donc les intervenants qui vont se succéder ce matin pour ce webinaire, pour animer ce webinaire. Julien Pourrer, chargé de maîtrise d'énergie pour les collectivités, qui va inaugurer, voilà, la première partie plutôt contexte sur la rénovation énergétique dans les bâtiments. De quoi parle-t-on? Deuxième partie, ce sera Thibaut Cesbron, qui est également chargé de mission maîtrise d'énergie, qui nous parlera plutôt du déroulé du projet et quelle est la situation, la démarche en fait idéale à adopter pour mener à bien ces projets de rénovation énergétique dans les bâtiments. Et en dernier lieu, donc en partie 3, Amine Chantal, chargée de programme rénovation énergétique, et qui présentera un peu en synthèse les différents dispositifs que CIDELA met en œuvre et propose. Voilà, vous aurez donc une vision complète de la question. Et bien, sans plus attendre, j'invite donc Julien Pourrer à partir pour la part, à nous présenter sa partie 1 sur la rénovation énergétique du patrimoine. Bonjour à tous, merci de votre écoute. On va commencer d'abord sur une partie contexte et enjeux. Donc, à savoir que la maîtrise de l'énergie rentre en interaction avec plusieurs facteurs, comme notamment le confort, la gestion du patrimoine, le contexte législatif, l'économie et l'environnement. Quelques chiffres également importants.
Aujourd'hui, selon l'INSEE, il faut 40 milliards d'euros par an pour réhabiliter le patrimoine des collectivités. Et 80%, c'est 80% des dépenses d'investissement des administrations publiques, et c'est entre 40 et 50% des investissements qu'ils ont consacrés pour des équipements neufs. De plus, il y a doublement depuis 1982 de la surface bâtie des collectivités. On pèse de plus en plus sur les charges des collectivités. Alors, nous vous proposons dès à présent un petit quiz qui vous conduit à tester un petit peu vos connaissances sur le patrimoine des collectivités. Donc, on vous invite à vous connecter à l'application Classroom. Le lien vous est posté sur le fil de discussion. Les résultats, donc 49% de bonnes réponses. Bravo à tous les participants. Je vais réafficher moi directement les réponses. Et donc les bonnes réponses. En France, près d'un bâtiment sur deux a été construit avant 75. Et c'est très important d'avoir cette notion-là parce qu'avant 1975-1974, c'est la première réglementation thermique, qui veut dire qu'avant, on n'a pas d'isolation et des bâtiments, s'ils n'ont pas été réhabilités, qui sont très énergivores. La deuxième question, 4,2, c'est le pourcentage de charges de fonctionnement. C'est une moyenne nationale. Sachez que pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est encore au-dessus. C'est 5 à 6% des charges de fonctionnement. Donc, c'est le deuxième poste après les charges de personnel. Réponse numéro 3, 44 € par habitant et par an qui sont investis par les collectivités pour la partie énergie. En 4, 76% de la facture énergétique des communes provient des bâtiments. Et en 5, 250 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an de consommation moyenne pour le parc public. Il n'y a pas que des grands bâtiments, il n'y a pas que les petits bâtiments qui consomment, les grands bâtiments qui contribuent également pour beaucoup. Donc on va essayer de trouver les bons éléments pour pouvoir réduire ces impacts. Nous, on a mis en avant, pour bien exploiter son patrimoine, 4 paramètres à prendre en compte. Le confort, le volet économique, l'environnement et bien sûr le contexte législatif. En termes de confort déjà, on va parler de sécurité d'approvisionnement, donc autant pour le gestionnaire de réseau que pour l'usager. Tous la famille du confort, donc confort thermique, confort visuel, confort acoustique, et les services domestiques qui apportent ce confort et qui peuvent peser sur la partie énergétique. J'aimerais vous faire un petit focus sur la notion de confort thermique. Aujourd'hui, il faut ne jamais perdre de vue que l'on construit un bâtiment pour ses usagers. Il doit permettre donc d'obtenir le confort de ses utilisateurs. Les grands facteurs à prendre en compte sont la température, mais également le taux d'humidité. Le taux d'humidité, vous voyez, on voit bien sur le graphique de droite que plus le taux d'humidité est haut, moins il y a de confort. Donc on va essayer de réguler ce taux d'humidité vers un optimum aux alentours de 50% environ. Et c'est particulièrement difficile dans notre région. Beaucoup plus finalement que le confort de la température. Ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. On voit aussi sur le graphique de gauche qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influer sur les données de confort. Donc la température des parois. On a une paroi froide ou chaude. Est-ce qu'on a un mur de pierre ou est-ce qu'on a un mur on va dire avec un papier peint ou un lambris par exemple. La température de l'air, bien entendu. La vitesse de l'air aussi. Des vitesses trop élevées nous donnent une sensation de courant d'air désagréable. Le taux d'humidité, j'en ai parlé. Le métabolisme, est-ce qu'on est bien portant ou mal portant? C'est valable notamment dans les
dans les centres médicaux ou dans les maisons de retraite. Là, on va devoir chauffer forcément un petit peu plus, et puis l'habillement. Côté volet économique, on va parler au niveau des investissements, bien entendu. C'est à ça qu'on pense au début, mais ne pas oublier le coût d'exploitation et les tarifs de l'énergie. On peut dire par exemple, là c'est l'exemple et sa répartition du coût global sur 50 ans. Donc on voit en effet que la part construction n'est pas bénigne, hein, c'est 27% du coût du bâtiment, mais ne pas oublier surtout l'exploitation, 28%, et tout ce qui est gros entretien et renouvellement. Gardez toujours en tête qu'en moyenne, sur 100 € d'investissement neuf, vous allez avoir environ 14 € par an de fonctionnement. Et du coup, en 7 ans, il y a autant d'argent qui ont été mis dans l'exploitation que dans l'investissement de départ. On peut dire aussi sur la facture d'énergie et certains fluides sont impactés par des facteurs macroéconomiques que l'on ne contrôle pas. On pense par exemple à tout ce qui est fuel, propane, etc. Donc c'est difficile à couper sur le budget. Ça veut dire que plus on aura un bâtiment qui est économe au départ, moins on sera impacté par ce genre de problématiques. Et globalement, de toute manière, l'énergie va grosso modo toujours à la hausse depuis les 30 dernières années. Sur le volet environnemental, j'aimerais vous parler de la partie bilan carbone. Vous pouvez voir sur le graphique de gauche, par exemple, toutes les étapes nécessaires qui sont prises en compte dans le bilan carbone des bâtiments. Il y a la construction, bien entendu, il y a l'utilisation, mais aussi le démantèlement en fin de vie, et puis toute la production de matière pour la construction et pour l'exploitation. Et savoir que 44% des consommations d'énergie sont pour le bâtiment et 25% des émissions de gaz à effet de serre. On peut voir également que sur le graphique de le bilan carbone moyen d'un bâtiment sur 50 ans, on va avoir environ les 2/3 qui sont directement sur la partie construction. Enfin, un contexte législatif important, notamment avec des objectifs nationaux. On pense à la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. On pourrait parler également du Grenelle de l'environnement en 2007, des accords de Paris et d'autres lois qui en donnent, qui posent un cadre, on va dire, et qui vont derrière se décliner localement à travers des plans climat, air, énergie territoriaux qui vont donner des objectifs plus ou moins ambitieux selon les collectivités. Mais en tout cas, c'est votre déclinaison locale. Et aussi des objectifs nationaux permettent derrière la mise en place de législation contraignante, des réglementations pour la construction neuve, des obligations. On va les détailler juste après. Au niveau des plans des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux, on a étudié, nous, sur la Loire-Atlantique, 9 EPCI pour s'apercevoir de leurs objectifs à 2030 et à 2050. Pour rappel, la loi Transition énergétique croissance verte, elle dit qu'en 2030, il faut avoir réduit les consommations finales de moins 20%. Et en 2050, de moins 50%. Quand on étudie ce qui a été mis en place, donc avec une spécificité quand même de la Loire-Atlantique, qui a une démographie très forte, et on va quand même constater que les objectifs ne sont pas forcément aujourd'hui à la mesure du cadre législatif qui a été posé. Puisqu'on va avoir une consommation finale de moins 16% finalement
2030 et moins 32% en moyenne 2050. Côté réglementation contraignante, donc après la réglementation thermique 2012 qui est maintenant passée, on va avoir arrivé juillet 2021 la réglementation environnementale, qu'on appelle la RE 2020, sur la maîtrise de l'énergie. Et elle va impacter plus spécifiquement sur le bilan carbone, sur l'analyse du cycle de vie et le cycle carbone dont je vous faisais référence juste avant, où on va avoir, ça va être pris en compte pour la première fois, et donc ça va notamment impacter dans le choix des matériaux et de l'usage de l'intégralité de l'usage du bâtiment ensemble de son cycle de vie. Autre réglementation qui va arriver très prochainement, le décret éco-énergie tertiaire va obliger tous les bâtiments d'une surface planchée de plus de 1000 m² à réduire leur consommation de manière importante, c'est-à-dire avec des objectifs par palier, 2030 moins 40%, 2040 moins 50%, 2050 moins 60%. Et là, on est sur un objectif de résultat. Donc, c'est pour les factures, vraiment. C'est pas uniquement un objectif de départ. Il va falloir contrôler sur facture. Chaque année, de surface planchée de plus de 1000 m² devront donner leur nouvelle facture et on va pouvoir contrôler en direct ce qui se passe. Attention tout de même, un petit focus, c'est qu'il y a la notion de supérieur à 1000 m² de surface planchée, mais pas que. Il y a une unité parcellaire, c'est-à-dire que deux bâtiments d'un même propriétaire du secteur tertiaire qui sont sur des parcelles adjacentes, les surfaces s'additionnent. Si vous avez un gymnase à côté d'une salle des fêtes, les deux faisant 800 m² par exemple, ils vont être éligibles parce qu'il y aura addition des deux surfaces. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà parce que le jeudi 18 mars, on va faire une visioconférence spécifiquement sur le sujet. On va expliquer plus dans le détail l'offre de services que le CIDELA va mettre en place dans le cadre de ce décret tertiaire. Autre réglementation contraignante, la fin du chauffage au fioul. Donc ça part d'une annonce du Premier ministre en 2018, loi en préparation actuellement, qui dit que au 1er juillet 2021, très prochainement, ça sera interdit de mettre des chaudières fioul dans les bâtiments neufs. Et d'ici la fin de l'année, interdit de renouveler dans le parc existant. Le webinaire du 26 mars, notamment, pourra y faire référence. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper d'ores et déjà tout ce qui est panne et remplacement de vos équipements dans vos bâtiments. Tout ça pour dire qu'il faut retenir que cette loi de la transition énergétique pour la croissance verte vous oblige à un exemple de l'exemplarité pour tous vos bâtiments. Et il faut mettre d'ores et déjà dans vos cahiers des charges pour tous nouveaux bâtiments qui doivent être à énergie positive et à haute performance environnementale. Enfin, je souhaiterais finir en rappelant les 8 raisons d'agir pour vos bâtiments. Donc, premier auquel on pense le plus souvent, maîtriser sa facture énergétique, éviter les dérives. Mais également, on ne perd pas de vue qu'on crée des bâtiments pour des usagers, donc améliorer le confort de ceux-ci, notamment en termes de réussite, mais également pour leur santé. S'engager dans une démarche exemplaire, répondre aux aspirations des citoyens, et réduire son empreinte environnementale, contribuer à promouvoir l'innovation et l'usage de nouveaux matériaux biosourcés. On est là dans le volet de tout ce qui est emplois locaux et non délocalisables. Agir sur l'emploi et la reprise économique, et valoriser le patrimoine, renforcer l'identité de vos collectivités. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous en prie.
Merci. Donc, une question de monsieur ou madame Garnier, je ne sais pas. Qu'en est-il du chauffage gaz? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Quel type de gaz, notamment? Monsieur ou madame Garnier, puis il y avait une remarque de monsieur Le Sieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, il va falloir préciser vos questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre. Quel type de gaz? Est-ce qu'on parle du gaz de stock, comme le propane, ou est-ce qu'on parle du gaz naturel? Ce que je peux dire déjà un petit peu pour me fait penser cette question, c'est notamment aujourd'hui le gouvernement cherche à faire la chasse à tout ce qui est bilan carbone. Donc il va mettre d'abord l'accent sur la partie fuel en prioritaire parce que des gaz à effet de serre assez importants. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de propane et d'impact sur le propane. Néanmoins, on l'a pas vu on l'a pas vu en détail, mais dans le prix de l'énergie, le propane est quand même une énergie aujourd'hui très très chère. Donc, c'est pas vraiment une énergie sur laquelle il faut se diriger. Alors, il s'agit de monsieur Garnier et qui nous précise que c'est du chauffage dans les lieux culturels, entre autres, qui sont déjà existants. Il faudrait pouvoir vous prendre, Je pense vous que donner le micro. Thibaut, c'est bon. Les interrogations, souvent, elles sont sur le chauffage gaz naturel, parce que le gouvernement commence aussi comme le disait Julien Pourrer, à essayer d'améliorer le bilan carbone. Et sur les nouvelles réglementations environnementales, ce qui se dessine pardon, dans les modèles de calcul, c'est que pour les nouveaux bâtiments, ce sera effectivement plus compliqué qu'avant de faire des bâtiments chauffés au gaz, y compris gaz naturel. Par contre, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation et aucun projet de réglementation qui viserait à interdire le chauffage gaz naturel dans les bâtiments existants qui seraient déjà raccordés au réseau. Et la politique sur le réseau de gaz, elle va plutôt être à comment verdir le gaz, notamment avec des projets de méthanisation éventuellement, pour améliorer le bilan carbone du gaz naturel, mais il n'y a pas la volonté au niveau du gouvernement de supprimer le réseau de gaz existant. Par contre, de limiter son extension, en tout cas, c'est ce qui se dessine dans les futures réglementations. Alors d'accord, donc monsieur Garnier, vous n'avez pas de micro à disposition, c'est ce que je comprends. Monsieur Le Sieur, si vous avez une question, on va essayer de vous donner... Oui, si vous avez un micro, on peut vous donner la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Alors, si les objectifs de baisse de consommation ne sont pas atteints 2030 ou 2050, que se passe-t-il? Pour le décret tertiaire notamment, Oui, il y a plusieurs choses qui sont mises en lien. Dans un premier temps, il parle d'un affichage public, d'un mur de la honte, comme on peut l'appeler, où il y aura tous les bâtiments qui ne vont pas respecter donc, un premier avertissement vis-à-vis de ça, en mettant en lien ou en pesant sur le côté exemplarité et puis lien vis-à-vis des citoyens. Et dans un deuxième temps, il parle de pénalités financières, mais pour l'instant qui ne sont pas très importantes au regard des investissements à faire. Donc à voir si c'est ça qui va impacter le plus. J'ai plus le chiffre, mais c'est quelques milliers d'euros et au regard des rénovations importantes à faire, c'est pas ça qui va impacter beaucoup les communes. Sauf si c'est par année, par exemple. Au bout d'un moment, ça peut quand même peser de jeter ça par les fenêtres. ouais, donc ça motive à continuer, quoi. Ok. Sinon, pendant que j'ai le micro, l'hydrogène, c'est un des carburants presque idéal. Ça n'avance pas très vite, mais il y a quand même une volonté nationale, je crois. Vous avez des renseignements là-dessus? Écoute, c'est pas le... Enfin, oui, il y C'est aura... pas le sujet, d'accord. Excusez-moi. Voilà, c'est pas le sujet et il y aura un webinaire spécifique sur la Oui, question. d'accord. La Je veux pas retarder la réunion. Merci. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos questions. Pour celles qui ont été postées, on va essayer d'y répondre directement dans le fil de discussion. Voilà, je vous propose de passer à la synthèse de ce webinaire avant de se quitter. Et je laisse donc la parole à Étienne Flambeau, qui est responsable ingénierie service à la transition énergétique au CIDELA.
Merci Agnès. Donc oui, quelques points de synthèse ou enfin quelques points que j'ai ressortis de cet exposé. D'une part, de l'importance de réfléchir son projet global. Effectivement, lorsque vous projetez de construire un bâtiment, il est question de confort des usagers. L'importance aussi du volet économique, comme l'a rappelé Julien tout à l'heure, on parlait tout à l'heure d'un coût global de 100 € par an et puis de 14 € qui étaient affectés à l'exploitation et au fonctionnement, et que finalement, au bout de 7 ans, on avait des coûts d'investissement et de fonctionnement qui étaient à peu près équivalents. Donc, il y a un enjeu très fort aussi à se poser sur, au-delà de l'investissement, mais aussi que va coûter le bâtiment durant sa durée de vie. Et puis, bien entendu, aussi son volet environnemental et son impact, puisque, comme on l'a vu, on a un certain nombre d'enjeux législatifs et réglementaires dans lesquels il faudra qu'on puisse s'inscrire et atteindre ces objectifs. La question de la maîtrise de l'énergie aussi, elle s'intéresse également à, comme on l'avait évoqué, à un cadre législatif. Aujourd'hui, le législateur a fixé un certain nombre de caps et d'objectifs à atteindre pour les collectivités, notamment via le décret tertiaire, comme on l'a évoqué, et puis la fin des chaufferies fuel. Et puis parallèlement via les PCAET, puisque on connaît aussi les objectifs et les feuilles de route qui ont été mises en place dans chacun de nos territoires en Loire-Atlantique, et on a des objectifs très importants de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Donc il relève aussi un enjeu très important de pouvoir atteindre au sein des territoires ces objectifs. L'autre point que j'ai pu noter, c'est la question de la conception. On parlait tout à l'heure de savoir bien définir un projet global, mais il s'agit aussi de pouvoir bien penser aussi à la phase de conception, effectivement pouvoir associer les compétences nécessaires pour un bon dimensionnement du projet, pour la prise en compte aussi de ses futurs usages nous paraît essentiel, comme on l'a vu avec notamment l'exemple du dortoir pour l'école maternelle qui n'avait malheureusement pas d'aération ou de fenêtres, et qui bien entendu n'était pas adapté à l'usage du lieu. Deux autres éléments, enfin, dont un particulièrement important, la question de la rénovation globale. Comme on l'a évoqué, si on veut atteindre à la fois la performance énergétique et parallèlement optimiser aussi les investissements d'un point de vue économique, il est nécessaire de plutôt raisonner en termes de rénovation globale et éviter demain d'y retourner. Et puis l'associer également à une stratégie patrimoniale. C'est vrai que généralement les communes ont un parc de bâtiments conséquent, et il est important de pouvoir, je dirais, planifier et mesurer les efforts qui sont à atteindre en se penchant, en ayant une stratégie aussi spécifique pour chaque bâtiment. Je terminerai aussi sur les différents accompagnements du CIDELA. Bon, de façon très brève, mais on a bien montré en tout cas qu'on souhaitait mettre en place un accompagnement à différents niveaux. Le premier niveau, finalement, via la mise à disposition de notre outil de suivi CIDEConso aux agents qui sont également formés, parce que je vous rappelle que 80 agents ont été formés jusqu'à maintenant à l'utilisation de cet outil. Donc finalement, l'idée, c'est aussi de fournir un certain nombre d'outils aux agents des collectivités pour qu'ils puissent se saisir de ces questions-là. Le deuxième niveau, c'est nos conseillers en énergie partagée. C'est également des ingénieurs ou techniciens, thermiciens, spécialistes en énergie, et qui sont à disposition aussi de vos communes pour vous accompagner sur l'ensemble de ces projets, et dans une dimension très opérationnelle ou d'optimisation de vos consommations. Et puis le dernier finalement domaine d'action qu'on peut définir, c'est à une échelle plus importante, à l'échelle EPCI, via le programme ACTE, où là on construit des stratégies, des feuilles de route pour un mandat, pour définir les priorités, et puis pour définir parallèlement les programmes financiers et de soutien opérationnel qui seront adaptés aussi au projet du territoire qui sera convenu entre les communes et les intercommunalités. Voilà. Et puis, si demain on doit se donner aussi de nouvelles perspectives, effectivement, les élus aujourd'hui du CIDELA et les équipes techniques travaillent sur finalement comment aussi mieux accompagner ces projets de travaux, comment aussi mieux accompagner l'exploitation des bâtiments, qui sont également des enjeux de demain concernant la maîtrise de l'énergie.
Voilà, je terminerai mes propos pour remercier l'ensemble des participants et l'interaction qu'on a eue lors de ces échanges grâce à leurs différentes questions. Et puis également fortement remercier l'ensemble de l'équipe maîtrise de l'énergie qui s'est mobilisée dans des délais contraints, mais qui, je l'espère pour vous, en tout cas pour moi, j'en suis assez convaincu, on proposait une présentation claire et de qualité. Donc merci à eux et à toute l'équipe voilà, du CIDELA sur le sujet. Et je vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit finalement. Voilà. Merci, on finit quasi à l'heure. Merci pour votre participation. Je vous annonce donc les 3 prochains webinaires organisés par le CIDELA le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque, le 19 mars sur la mobilité durable et le 26 mars, ce sera sur la méthanisation et les réseaux de gaz, donc la production aussi de chaleur renouvelable. Bien, vous avez toutes les informations, donc je vous souhaite effectivement un bon appétit. Merci. À bientôt.